Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'entre économie et environnement, si on met de l'agronomie, on peut faire des choses et vraiment beaucoup de choses. C'est un petit peu ce qu'aujourd'hui on traduit par l'agroécologie. Donc en fait, ma ferme est en pleine Sologne, Sologne humide. Donc c'est des terres très ingrates. Tous mes collègues labourent encore en planche parce que l'eau ne rentre pas dans le sol pendant l'hiver et même au printemps cette année. Et donc moi, ça ne me paraissait pas logique de continuer de travailler de cette manière-là. C'est surtout pas économique, ça nous consommait beaucoup de temps. Et puis, comme j'avais vu autre chose, j'avais envie d'essayer. Alors à l'époque, on n'avait pas beaucoup de connaissances, on avait plus et je dirais d'ambition que de savoir-faire. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années, quand j'ai repris derrière mon père. Donc ça a été assez simple, hein. On a viré tout le matériel et puis j'ai acheté un vieux John Deere, un semoir à dents d'occasion. Avec ça, j'étais capable de déchaumer, de semer. Donc j'avais une approche très économique. J'avais aussi une approche organique au niveau des sols et puis une approche activité biologique également. On a rencontré beaucoup de difficultés au départ parce qu'en fait, simplifier le travail du sol quand le sol n'est pas prêt, ça ne marche pas. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Donc, il a fallu apprendre à retravailler les sols différemment. Alors là, j'ai mis quelques clichés. Ça vient du Lot-et-Garonne, par exemple. Partir en semi-direct sur cette parcelle-là, qui est en monoculture de maïs irrigué, ça va être un petit peu compliqué. Ça vient d'Alsace. Donc, il y a une partie qui a été travaillée légèrement, une partie qui est en semi-direct. Effectivement, le semoir a semé dans ces conditions-là, mais je ne donne pas cher de la récolte de maïs. Donc, il a fallu apprendre, il a fallu revenir un petit peu à redévelopper des sols performants. Et ça a été un changement radical. On a passé une dizaine d'années à chercher les bonnes machines, alors qu'il fallait travailler le sol. Et travailler le sol, ça veut dire remettre de la matière organique. Donc là, on est tout à fait en accord avec le 4 pour 1000. Mais si on veut remettre de la matière organique, il faut aussi de l'azote. Donc ça, c'est une autre problématique. Ces photos-là, je les ai prises sur disons une plateforme de comparaison de techniques en Suisse, dont on a fêté les 20 ans l'année dernière. C'est à côté de Berne, ça s'appelle le champ de comparaison d'Oberacker. Et en France, on voit déjà dans quelques systèmes des sols qui se sont déjà bien transformés. Là, excusez-moi, cette photo-là, je ne l'ai pas prise en France, mais je l'ai prise en Belgique. Donc un sol qui est bien rouvert avec des racines de betterave à quasiment 2,50 m de profondeur. Ou ici en Bretagne, on est dans le secteur de Saint-Brieuc, on avait des racines de blé à peu près 2 mètres de profondeur aussi. Donc ça, on voit des transformations. Alors moi, je l'ai constaté aussi sur mon exploitation. Il a fallu un peu une demi-douzaine d'années. Mais vous avez d'un côté le sol de mon voisin, et il est toujours de cette manière-là, et de l'autre, mon sol, où les vers de terre sont revenus, la matière organique est bien positionnée en surface, et on a retrouvé un petit peu des formes vivantes. Je ne suis pas le seul à avoir changé mes sols, hein. J'ai pris ces deux clichés dans le fond du Gers. Si demain on prend 25 mm, ça a été pris au mois de juin, on n'a pas besoin d'être d'éminent agronome pour savoir où on va mieux valoriser l'orage. Cette photo-là vient d'un autre système ou un autre type de sol. On est dans des craies à côté de Mailly-le-Camp. Et donc 15 ans de travail, ça se voit, c'est pas une photo montée. J'ai demandé à l'agriculteur de m'envoyer les levées de son colza, ça se voit aussi. Donc essayer de développer des sols qui fonctionnent mieux, je peux vous garantir que ça met du temps, mais on a les bénéfices qui reviennent. Et entre autres, dans ces bénéfices-là, c'est la possibilité de simplifier le travail du sol. On a aussi importé des États-Unis le strip-till, qui est une méthode un petit peu, disons, qui double, où on a les avantages du semi-direct sur une grande partie du terrain, mais on prépare la future ligne de semis. On a aujourd'hui, alors que c'est une technique plutôt maïs aux États-Unis, on s'est aperçu qu'on avait énormément d'avantages pour les implantations de colza. On pousse un petit peu les résidus, on fait un petit peu de terre, on localise de la fertilisation et on peut avoir des super levées de colza avec une bien meilleure gestion de la fertilité. Ça nous a amené à faire du strip-till végétal. Et donc là, on localise les couverts. On a un couvert qui est préférable à la culture de maïs sur des lignes déjà établies. Et donc l'entre-rang est avec un couvert plutôt négatif pour les adventices, ce qui permet aussi de localiser le trafic parce qu'on sait où on aura nos futures lignes de maïs.
Nos amis allemands travaillent aussi sur l'incorporation des effluents d'élevage ou des digestats avec le strip-till. C'est quelque chose qu'on commence à regarder chez nous en Bretagne. On s'est aperçu, et ça c'était notre vœu, que progressivement on donnait la main à l'activité biologique pour faire le travail du sol et aux racines. Et là, on touche bien les fondamentaux de l'agroécologie. Quand on peut remplacer le travail du sol par une action biologique et des acteurs biologiques, on est gagnant. Et donc là, vous voyez la taille de galerie de vers de terre, ça c'était pris dans le Tarn. Et les racines, en fait, vont préférer être dans la galerie de vers de terre parce que c'est l'endroit où se situent tous les échanges nutritifs au niveau du sol. C'est un peu l'intestin du sol. Et c'est une moindre dépense énergétique pour la plante d'être dans ce milieu-là. Voilà une parcelle de blé chez moi. Alors je m'excuse encore, vous voyez, nous on pratique l'association de variétés. Et voilà un petit peu à quoi ressemble mon sol maintenant lorsque je fais des trous. Et aujourd'hui, on a vraiment développé la profondeur et je suis passé de petites bassines, en fait, des sols qui avaient une RFU moyenne entre 35 et 40 mm et qui étaient très rapidement engorgés ou très rapidement secs. C'est un petit peu disons, ma situation à des sols aujourd'hui. La motte de terre qui est entre mes mains, là, je l'ai pris à 90 cm de profondeur. Donc aujourd'hui, j'ai entre 150 et 200 mm de RFU dans ces parcelles-là. Ça ne garantit pas le sec comme on a pu l'avoir l'année dernière, mais je peux vous garantir qu'on passe beaucoup mieux l'hiver. Les problèmes d'hydromorphie ne sont pas réglés, mais ils sont beaucoup moins important. Et aujourd'hui, on arrive à faire passer dans ces parcelles-là de manière performante du colza et de l'orge, alors que, voilà 10 ans, j'étais dans l'incapacité de le faire. On a aussi bien travaillé les couverts végétaux. Alors, vous voyez, ça a été mal présenté aux agriculteurs en France, un petit peu la fourche dans le dos. On leur a dit, vous allez mettre des sipans, des cultures intermédiaires, pièges à nitrate. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais des couverts végétaux qui vont m'aider à remplacer l'acier par des racines ou le gasoil par de la photosynthèse, partie de l'urée par des nodosités et puis une partie des phytos par la diversité que j'amène dans les parcelles. Oui, ça m'intéresse. Et je suis prêt à investir dans les semences et je suis prêt à investir dans le travail pour les implanter. Alors en matière de protection du sol, il n'y a pas photo, un sol couvert est protégé. Il est même protégé à différents moments de l'année. Ça, c'est un couvert végétal sur l'exploitation avec une petite couche de neige. On était au départ un petit peu inquiet parce que les sols ne gelaient plus, mais en fait, on s'est aperçu que l'activité biologique pouvait bosser encore plus longtemps parce que les sols ne gelaient pas, étaient bien protégés. C'est aussi un énorme avantage au niveau structuration. Là, on est dans l'Isère, on n'est pas chez moi, mais vous voyez, des racines du couvert elles sont déjà rendues à plus d'1 mètre. J'ai aucun souci quant au futur enracinement du blé, quant au futur enracinement du maïs. Il va forcément suivre les couverts. Et vous voyez, ça c'était le pauvre voisin de cet agriculteur-là. On est sur des sols d'ancienne vallée du Rhône. Eh bien, travailler avec des roches comme ça, ça me paraît compliqué. Ça, c'est un couvert sur la ferme en 2007, je crois. Et en fait, là, on a 15 espèces associées. Donc, vous voyez qu'en diversité, on met le maximum. Et en fait, le rendement du couvert, pour nous, c'est la biomasse qu'on produit et la diversité qu'on va faire. Donc, je pense que M. Guy est très satisfait d'entendre des choses en matière de diversité comme ça. On appelle ça des biomax. Et en fait, plus on mélange, plus on produit de la biomasse, plus on va explorer le potentiel nutritif du sol et plus on aura un impact sur la structure, le salissement. Ça nous permet même de réduire les coûts de semences parce qu'il y a des graines qui coûtent beaucoup moins cher que d'autres dedans, d'apporter de la diversité dans nos rotations. Si on ne l'a pas tant dans les cultures, au moins on peut se lâcher un peu et le mettre dans les couverts végétaux. Et on a aussi des situations relais. Il y a des plantes qui vont pousser tout de suite et des plantes qui vont reprendre le relais et pousser un peu plus tard. Et puis en associant des plantes, comme on ne connaît pas la climato et les conditions de l'année, de l'hiver, on a toujours une réussite. Alors les couverts n'ont jamais la même allure, alors qu'on sème presque les mêmes recettes.
Voilà également un couvert en 2005 sur l'exploitation. On avait 160 unités d'azote dans le couvert, 5 tonnes 8 de matière sèche. Et puis on avait fait une analyse de la biomasse. Vous voyez, on a du phosphore, on a de la potasse, on a du calcium, on a du cuivre, etc. Alors il ne faut pas croire qu'avec les couverts, vous allez enrichir votre sol en phosphore, en cuivre, en bore, etc. Vous allez simplement le mettre mieux à disposition, le mieux le recycler. Les seuls éléments qu'on peut rentrer dans un sol avec un couvert, c'est du carbone et de l'azote. Et en fait, si on veut développer de l'activité biologique, il faut capter de la photosynthèse, il faut capter de l'énergie. Et donc, si on amplifie la biomasse qu'on produit, on amplifie la capacité d'alimentation de l'activité biologique qu'on aura sur une parcelle ou dans le sol de cette parcelle-là. C'est très clair, c'est la ressource alimentaire qui va être le point faible ou le point fort des systèmes. Et ça nous a permis de développer ce que j'appelle le volant d'autofertilité. Et donc, il faut la photosynthèse, c'est le temps énergie de l'autofertilité des sols. Ensuite, on a vu arriver les auxiliaires. Alors là, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a lutté pendant longtemps contre les limaces et beaucoup de déchômage. Et quand on a mis les couverts, on s'est dit que ça allait être compliqué. Et en fait, ça s'est passé complètement à l'envers. Et on a vu arriver toute une horde d'auxiliaires à la surface du sol qui étaient capables de contrôler les limaces. Et récemment, on vient de publier avec une chercheuse de l'INRA, enfin c'est elle qui a fait la recherche, on a publié, retravaillé un peu pour que ce soit pour les agriculteurs. Les carabes sont capables de consommer entre 20 et 50% du stock semencier adventice qu'on laisse à la surface du sol et de vivre en attendant que certaines limaces arrivent. Il y a même des limaces qui sont prédatrices de limaces. Donc on ne vit pas dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limaces, mais le système est beaucoup mieux auto-géré en amont. Et puis, on a appris aussi à laisser un petit peu les résidus et laisser les repousses. Par exemple, dans cette parcelle de blé derrière colza, la stratégie, c'est de ne pas détruire immédiatement les repousses. Et vous voyez qu'elles sont consommées, les repousses de colza, par les limaces. Et pendant ce temps-là, le blé est laissé tranquille. Donc le colza ne gêne pas, hein, il sera détruit avec un désherbage classique antidicote ensuite. Mais c'est beaucoup plus efficace que de détruire le colza avant l'installation. Et puis, ça nous ouvre sur la biodiversité fonctionnelle. Et donc là, il y a énormément, disons, d'individus dans nos parcelles, autour de nos parcelles, qui sont là pour nous rendre service. Et comme ils nous rendent service, on ne les considère pas. Parce qu'en fait, ils nous ont toujours rendu service. On a plus tendance à considérer ceux qui viennent nous ennuyer. Et donc, il faut changer un petit peu d'état d'esprit à ce niveau-là. Au niveau des couverts, on a commencé par des destructions un petit peu classiques. Donc on était content à l'époque, ça fâchait un peu les voisins des fois quand il y avait un petit coup de vent. Et puis on a poussé le bouchon un petit peu plus loin. À partir de 2001, on a commencé à semer en direct dans les couverts. Ça c'est une implantation d'orge, voilà 2 ans sur l'exploitation. Donc c'est toujours à l'automne. On laisse le couvert le plus loin possible, c'était un pré-imblé. Et donc on couche le couvert et on sème. C'est l'orge au mois de novembre et puis c'est l'orge au mois de février. Cette orge-là a été désherbée simplement avec un antidicote, alors qu'on sortait d'un blé. On a poussé le couvert aussi très loin entre 2 maïs. Maintenant, on va du vert dans le vert. Il n'y a quasiment plus de rupture. C'est un petit peu plus compliqué à gérer au niveau fertilité au démarrage, mais on a des avantages au niveau taupin, au niveau limace. On remarque à peu près les mêmes choses. Il a fallu apprendre à localiser de la fertilisation. Quand vous avez un couvert et que vous arrêtez de travailler, vous avez un manque de fertilité immédiate parce que le travail du sol, c'est d'abord de la fertilisation. Donc, il a fallu apprendre là-dessus. Tout à l'heure, il y a eu quelques débats sur le désherbage. Ça a été une de nos grosses problématiques. Mais il faut admettre que le labour ou les labours ou le travail du sol ne gère pas tous les problèmes de salissement. Je ferai la remarque d'un ami américain, Edwin Beck. Un jour, en visitant le salon, il m'a dit « Mais vous avez un problème, vu tout le matériel que vous avez d'un côté, et où les gens me disent c'est pour limiter le salissement. Et quand on voit tous les autres stands avec des pulvés, c'est que les premiers ne sont pas aussi efficaces que vous le prétendez. » Et en fait, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut travailler avec toutes les stratégies possibles. Et c'est la multistratégie en matière de gestion de salissement qui est efficace. Ce n'est pas une stratégie, quelle qu'elle soit. Et donc, nous, on s'appuie sur la rotation, on s'appuie sur le non-labour, sur la gestion des stocks semenciers.
Donc ça, c'est les rotations 2 par 2, et entre autres, avec Jérôme Labroche, Arvalis, on a vérifié que ça marchait bien. Ça, c'est un salissement au niveau régras, et après un point, un colza, eh bien, il n'y a quasiment plus de régras dans la parcelle. Et vous voyez, après l'orge de printemps, il est quasiment terminé. Ça, c'est voilà. Le dossier suivant, c'est un travail qui a été fait par la Chambre d'agriculture et CUMA 89, où on montre que le travail du sol au moment du semis, est extrêmement stimulant de la levée des adventices. Si on arrive à semer dans un couvert végétal sans travailler le sol, vous voyez comme le semoir à disque ici, Isidril, Semeato, on arrive à quasiment 1-2 adventices mètres carrés, alors qu'on en est à 25 adventices mètres carrés lorsque le sol a été travaillé. Vous voyez l'impact de ces choses-là, et tout ça, c'est des, entre guillemets, des découvertes qui nous aident à avancer. C'est une orge sur l'exploitation l'année dernière, qui n'a pas été désherbée. Elle venait après 2 maïs, et je peux vous garantir qu'elle était extrêmement propre. J'ai encore une orge en deuxième culture dessus. Ça me permet de m'aventurer vers d'autres domaines, la diversité des cultures, comme certaines parcelles n'ont pas besoin d'être désherbées. Ça, c'est une orgevesse. Alors l'objectif, c'est de récolter les deux. Je ne sais pas encore comment ça va marcher, et je compte sur les établissements pissiers pour me recevoir un petit peu l'ensemble des choses que je vais livrer, et d'essayer de me trier un peu de sacs de veste d'un côté, et je leur laisserai l'orge. Hein. Je tiens à vous rassurer, non plus, on n'est pas des écolos. Hein. Dans cette parcelle-là, on n'a pas mis d'insecticides sur une bande, on est toujours en train de tester. Cette année, c'est clair que les absences d'insecticides à l'automne sur les blés, sur les orges, vont se payer très cher. Ça nous a ouvert aussi sur le colza associé. Ça, c'est un colza Roundup, pas Roundup Ready, mais un colza Colzor Trio. Bon, c'est très bien, c'est propre, mais ça, c'est un colza associé chez mon collègue. Et en fait, aujourd'hui, Terra Novia, Cetium se sont emparés un petit peu de l'affaire, nous ont accompagnés là-dedans, et c'est très clair qu'on arrive à faire des colzas avec très peu de désherbage, et presque aussi performants, voire plus performants, qu'avec des colzas travaillés, semés en conventionnel et désherbés en conventionnel. Voilà à quoi peut ressembler un champ de colza aujourd'hui. Même les voisins ne savent plus à quoi ça ressemble, mais il y a du colza là-dessous, et c'est des colzas qui vont être assez performants. L'agriculteur aujourd'hui, il a un choix dans du désherbant, mais il peut aussi acheter un sac de semences qui aura pratiquement le même effet que le désherbant. Alors c'est 2 choix différents qui ne sont pas à 100% efficaces pour gérer le salissement, mais c'est au moins une diversité de choix qui commence à être intéressant, et quand l'agrobusiness commence à prendre des solutions agroécologiques, ça devient intéressant. Un impact sur les insectes aussi, ça c'est assez génial. Voilà à quoi peut ressembler un champ de colza à la récolte, avec aussi un trèfle qui va survivre. Donc ça c'est en Suisse, le colza non désherbé a fait 41 quintaux, et la bande de trèfle a été sous-semée avec le mélange qui accompagnait le colza, ce qui a permis à cet agriculteur qui est aussi éleveur de faire 3 tonnes de trèfle après son colza. Donc je peux vous garantir qu'en matière d'économie, ça renforce pas mal les choses. Ça c'est des colzas, comment j'ai semé mes colzas l'année dernière sur mon exploitation. En fait j'ai semé début juillet du sarrasin, dans lequel j'ai mis du colza. C'était très sec, ça a levé je ne sais pas quand, parce que j'étais parti faire un tour chez des amis au Chili. Et quand je suis revenu, tout était à peu près levé. Et puis on a récolté un peu de sarrasin. On a fait 2 à 4 quintaux de sarrasin. Et mon colza était installé. Voilà à quoi ça ressemblait une fois avoir fauché le sarrasin. Donc ça, c'est des colzas sans désherbage, sans antilimaces, sans insecticides. Et donc sans glyphosate également. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc je suis assez fier de ma plaine, parce que, bien ma foi, on n'arrive déjà pas à faire passer des colzas chez moi, et donc je fais passer des colzas tout en récoltant un sarrasin. On a aussi, pour aller plus loin, réintroduit l'élevage sur nos exploitations. On est un groupe de céréaliers en train de réintroduire l'élevage. Et donc, l'élevage nous permet de valoriser les couverts végétaux. Et donc, aujourd'hui, j'appelle ça le système brood-crotte ou brood-bouse. Et c'est le système le plus efficace pour consommer les couverts végétaux. En fait, vous transformez des couverts verts en ammonitrate noir grâce à des moutons blancs. Alors, je reconnais que chez nous, c'est la race solognote en plus. Ils ne sont pas tout à fait blancs, mais je vous garantis, c'est tout à fait légal. Et donc, on lâche les moutons dans des biomasses assez impressionnantes. L'année dernière, il y avait 8 tonnes de matière sèche.
Et donc, ça nous crée de nouveaux défis. Là, on est en train de travailler sur des parcs mobiles, parce que si on veut être efficace, il faut les déplacer quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc là, c'est notre premier prototype de parc mobile. Donc, on va retravailler cet été dessus. Il faut que ce soit les moutons qui déplacent le parc. Enfin, vous voyez, on fume un peu des fois les couverts, mais ça nous apporte ça encore plein d'idées. Du semi-direct sur des couverts permanents. Donc ça commence à être très facile en céréales. On essaye en maïs. Il commence à y avoir des belles réussites en maïs, hein, c'est-à-dire que le couvert est présent. Alors pour les éleveurs, c'est assez facile parce qu'on recharge les luzernes d'hiver avec des métailles. Une fois récolté le mitaille, on récupère la luzerne et c'est reparti. Ça pourrait ressembler à ça. Une fois que j'ai récolté le blé, vous voyez, le couvert est déjà installé. Comme c'est une légumineuse pérenne, ça va repartir très vite. Et puis rapidement, je vais avoir une couverture, éventuellement du fourrage, ou de la fertilité, ou de la structuration pour mon sol. On réfléchit aussi, et ça c'est un de mes prochains défis sur la ferme, de rentrer du RTK et de faire du fence row farming, c'est-à-dire qu'on aligne les rangs, et donc on peut cultiver du petit pois, du colza, et de le faire ramer un petit peu pour le pois en tout cas, ou la veste, le faire ramer sur les anciens chaumes, et pas à lutter contre les résidus qui sont droits. Ça c'est aussi ce qu'on appelle le relay cropping, la culture relais. En fait, c'est dans une moissonneuse, on vient de reculer, et donc, ils sont en train de ramasser le couvert qui était un blé. Et donc, en dessous, il y a le soja qui est la future culture. Et donc, ce qui permet de gagner les 15 jours, 3 semaines. Là, mes collègues américains sont en train de semer leur soja dans leurs céréales. Et donc, les sojas seront implantés et déjà développés au moment de la récolte. Ces approches-là sont en train de transiter vers d'autres domaines qui sont aussi très consommatrices de phyto et qui ont énormément de problèmes. C'est l'arboriculture et la viticulture. Je regarde aussi l'agroforesterie. Nous, en Sologne, on a déjà beaucoup de bois, donc je ne suis pas prêt à planter des arbres, mais dans des secteurs, c'est peut-être intéressant. J'ai des collègues, par exemple, dans le sud-ouest, ils désherbent leur maïs avec du canard. Donc c'est assez impressionnant. J'ai des collègues du sud-ouest qui ont aussi refait complètement une distribution, une mise en terre d'un semoir John Deere avec des disques inclinés. Et quand 3 agriculteurs du Gers arrivent à faire quasiment aussi bien en 5 ans avec un semoir, en retravaillant un semoir, que 50 ingénieurs de chez John Deere dans les Quad City en l'espace de 20 ans, je pense que si on leur laisse encore quelques années, ils feront encore des choses remarquables. En verger, ça résout pas mal de soucis d'autocontamination. Et puis, je voulais terminer là-dessus. Vous voyez, quand on voit des champs différents, et nos champs sont vraiment différents, et ça se voit de la route, c'est aussi un super moyen de communication. Ça, c'est un verger dans le 49. Le gars vend ses pommes en direct, et maintenant, ses clients savent qu'il fait de l'arboriculture différemment. Il n'a pas besoin de mettre des grandes pancartes à l'entrée de sa ferme. Ça commence à faire écho en viticulture. Moi, j'ai une fille qui a fait ingénieur agronome, mais le maïs ne l'intéresse pas. Elle s'est spécialisée en vitiono. Donc, je commence à regarder ça avec attention. On ne sait jamais. Des fois, qu'il faudrait que je plante de la vigne demain. Donc, vous voyez, tout ça nous a ouvert vers une agriculture énormément plus efficace. Je vous garantis beaucoup plus compétitive, mais qui est très diverse, qui est créatrice, qui est adaptable. Et en fait, on n'a pas peur des défis de demain. Moi, ma plus grosse regret, c'est que je vais passer vite. C'est que chaque année est un cycle. Et donc, quand je regarde un peu le compteur, il me reste environ 15 cycles à faire. Il va falloir que je me dépêche pour arriver à tout mettre en œuvre. Et en fait, l'écologie ou le génie écologique, ça doit être le plus important intrant de ces systèmes-là. Alors ça ne veut pas dire que je refuse la mécanisation, ça ne veut pas dire que je refuse les phytos, que je refuse la fertilisation, mais tout ça sont des moyens complémentaires pour nous aider à piloter les systèmes, mais l'intrant majeur qui doit nous guider, c'est la connaissance des systèmes et des systèmes écologiques. Les Américains utilisent un terme « mimic nature », imiter la nature, et c'est ça qu'on essaye de faire au maximum. J'étais rapide, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Thomas.